Bonsoir. Je vais commencer par remercier la Cité des Sciences de m'avoir invité ce soir et vous remercier d'être ici présent. Le sujet que nous allons traiter est un vaste sujet, hein, et j'avoue que si j'avais toutes les réponses, je serais peut-être en train de produire des jeux vidéo. En tout cas, sachez que ces ingrédients sont des ingrédients qui, comme l'industrie l'est, sont des ingrédients dynamiques et qui changent et qui évoluent énormément. Alors on va commencer par un petit sommaire. En fait, l'objectif de cette présentation, c'est bien évidemment de problématiser le sujet, parce qu'on ne pourra pas traiter de tous les ingrédients qui permettent à un jeu vidéo d'être un jeu vidéo réussi, sachant qu'en fait, il y a une sorte de magie dans le jeu qui fait que parfois un équilibre heureux entre un gameplay réussi et peut-être un très bon sound design va permettre au jeu de vraiment de rencontrer un succès commercial important. En revanche, on va remarquer très vite qu'il y a des ingrédients fondamentaux, hein, comme dans toute discipline. L'objectif, c'est quand même de se concentrer sur ces ingrédients fondamentaux qui font que on crée des jeux, dynamiques, on crée des jeux virtuels qui s'adressent à un public. Et en fait, mieux on connaît ce public, plus on est à même de promouvoir et de lui faire vivre des expériences et des émotions fortes. Dans un second temps, nous verrons qu'en fait, les ingrédients actuels sont variés, les ingrédients actuels évoluent énormément, et ça du fait de la multiplication des supports de jeu. On ne joue pas de la même manière dans son salon que sur un téléphone portable. Et aujourd'hui, les téléphones portables étant tous connectés, requièrent d'inventivité pour trouver les bons moyens et les bons ingrédients de nous faire encore plus jouer. Donc on fera un petit tour de ce côté-ci aussi pour identifier les ingrédients actuels et en fait mettre en perspective ces technologies qui, de fait, nous ouvriront vers de nouveaux ingrédients, puisqu'on est en train de se dessiner un avenir dans l'industrie, un développement beaucoup plus important des univers virtuels, de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que si aujourd'hui on fait un point sur ce qui peut être les raisons du succès d'un jeu vidéo, on ne pourra jamais, je ne peux pas aujourd'hui me limiter à ces ingrédients-là. Donc on dessinera quelques ingrédients à venir. Alors pour bien commencer, qu'est-ce qu'on entend par réussir? C'est vrai que réussir, c'est un terme qui en fait est un terme qui est à la fois absolu et relatif, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire réaliser un objectif précis? Est-ce que ça veut dire tout simplement arriver à ses fins? Est-ce que ça veut dire remplir une mission? On sait bien qu'il existe des éléments constitutifs du jeu vidéo, et on y reviendra en détail, qui permettront à un jeu d'être un jeu réussi, hein. On parle de gameplay énormément dans cette industrie, puisque vraiment la logique et les fondamentaux du jeu vidéo, c'est vraiment cette expérience interactive qu'on procure au joueur et qui va le challenger d'un niveau à l'autre, lui donner de plus en plus de compétences et donc lui permettre d'avoir un sentiment de progression, hein, réel ou fictif, mais en tout cas il y a une progression réelle dans le jeu. Donc il y a des vraies structures qui permettent de réaliser un jeu vidéo. Ensuite, la finalité du jeu, c'est vraiment elle peut être différente, elle peut être variée. Donc bien évidemment apporter du divertissement aux joueurs, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des jeux sérieux. Donc l'objectif c'est vraiment d'enseigner en fait, d'apporter des compétences aux joueurs. Donc on voit qu'en fait cette notion de réussite, elle peut varier aussi énormément. L'élément, la définition du petit Robert, l'ingrédient est un élément qui entre dans la composition d'une préparation ou d'un mélange quelconque. Alors le mélange dans le cadre du jeu vidéo est un mélange savant, vous imaginez bien, et donc on fera en sorte de bien préciser quels sont ces différents ingrédients. Enfin, un jeu vidéo, nécessite un dispositif informatique, comme un ordinateur ou une console de jeu, dans lequel le joueur agit sur un environnement virtuel. Et c'est précisément l'action dans un environnement virtuel qui est, par essence, ce qu'est un jeu vidéo, puisqu'en fait, on interagit avec un système qui a été complètement réalisé par des programmeurs, des graphistes, des game designers. Donc bien évidemment un dispositif qui comprend un certain nombre de paramètres, et nous reviendrons sur ces paramètres. Donc la question des ingrédients pour réussir le jeu vidéo, c'est finalement la question de l'immersion. Qu'est-ce qui permet à un joueur, quel qu'il soit, de s'immerger dans son jeu? Qu'est-ce qui permet de réaliser en fait une expérience interactive qui est une expérience de qualité, donc où le joueur a un sentiment ou une sensation de bien-être, de joie, de plaisir quand il joue à son jeu?
Donc en fait, on va s'intéresser au ressenti du joueur également, puisqu'en fait, la réussite est liée à cette notion de ressenti, à cette notion d'envie de jouer, à cette notion de se projeter dans le jeu. Et enfin, c'est forcément lié aussi à la qualité de l'univers, alors qualité graphique, mais qualité qui implique également une cohérence dans la réalisation d'un univers, la qualité du scénario, puisque les jeux ont maintenant des scénarios de plus en plus complexes, et ça, c'est du fait des moteurs, hein, qui sont beaucoup plus puissants. Donc en fait, en plus du jeu, on joue une histoire, on joue dans une histoire, et l'histoire est souvent un moteur pour motiver l'action du joueur. Et enfin, la fluidité de l'expérience, puisque selon le jeu auquel on joue, on préfère qu'il ne soit pas buggé, on préfère qu'il soit fluide, de manière à ne pas interrompre le sentiment d'immersion qu'on vit quand on joue à un jeu vidéo. Donc ça, ce sont en fait les critères généraux auxquels on va faire appel quand on réalise un jeu vidéo. Alors réussir, soit, mais réussir pour qui? Et la première question que je me suis posée, c'est oui, un jeu est réussi, mais un jeu est réussi pour qui? On va parler de différents jeux et on va se rendre compte qu'en fait, en fonction de la cible, les problématiques et les ingrédients ne vont pas du tout être les mêmes. Le réalisateur de jeu peut tout à fait être très satisfait de son jeu, hein, comme ça arrive souvent, et on parle de jeux qui sont des succès d'estime, mais cette réussite-là, est-elle une réussite pour le grand public? Est-elle une réussite pour l'éditeur? Est-elle une réussite pour une cible spécifique? Est-elle une réussite pour la presse? Et nous verrons qu'en fait, selon les cibles, bien évidemment, les critères diffèrent, et que dans cette question se pose au final la question de la cible à qui on adresse cette question. D'où cette notion de relativité de réussite, relativité des critères de mesure qui définissent cette réussite. Et nous y reviendrons. Du fait de l'offre pléthorique des jeux vidéo aujourd'hui, on est quand même confronté à différents critères qui permettent d'évaluer et de juger des jeux qui sont de très bonne qualité, des jeux qui sont d'excellents succès commerciaux, mais qui ne sont pas forcément de très bons jeux. Et en fait, essayer de comprendre comment on démêle finalement tous ces critères les uns avec les autres. Donc les critères de la presse, c'est un bon moyen déjà d'identifier la manière dont on va juger les ingrédients d'un jeu vidéo, puisque la presse va systématiquement faire appel à ces critères d'évaluation pour noter un jeu et lui donner une note sur 20. Donc on va retrouver de manière générale dans la presse spécialisée les critères suivants. On parle de fun, bien évidemment. Le fun, c'est vraiment le critère absolu du jeu. Est-ce que le jeu est fun? Est-ce qu'on s'amuse quand on joue? Est-ce qu'on a envie de rejouer? Ça, c'est vraiment un terme qui revient systématiquement dans toute production de jeu. Le gameplay, un gameplay réussi, enfin, ça va avec cette idée de fun en fait. Le gameplay, c'est l'art de jouer en fait, c'est l'interactivité, le challenge qui est proposé par le jeu. Les graphismes, la qualité des graphismes qui augmente énormément. La mise en scène, qui devient un critère important, puisqu'aujourd'hui, le jeu vidéo s'inspire énormément du cinéma pour réaliser ces jeux et pour apporter une vie supplémentaire à l'univers du jeu. Le rythme du jeu, qui est aussi un moteur crucial dans l'expérience que le joueur va tirer du jeu. Dans un jeu, on ne peut pas aller trop vite, on ne peut pas aller trop lentement, il faut trouver un rythme adéquat qui permette au joueur de se réaliser pleinement. Et ça se calcule. Enfin, l'intelligence de l'univers et l'intelligence des personnages. Donc en fait, là aussi, on a affaire à une intelligence artificielle. Tout est de l'ordre du code, du comportement des personnages qui sont dans le jeu, qui vont l'habiter, qui vont le nourrir, l'enrichir, et qui vont donner aux joueurs l'impression d'être véritablement dans un univers virtuel. Enfin, dans un univers virtuel quasi réel. Enfin, la fluidité rendue, et ça c'est le moteur du jeu qui va être important, parce qu'on va juger de la qualité des rendus, des images rendues, et la qualité du scénario. Alors, le média, en fait, l'idée pour un auteur, le média jeu vidéo est aujourd'hui en train d'être emparé par de véritables auteurs qui sont reconnus comme tels, puisque derrière leur création, il y a la volonté d'exprimer une idée, la volonté d'exprimer une sensibilité. Et réussir pour un auteur, c'est tout simplement toucher un public, l'émouvoir. On va pouvoir utiliser le média jeu vidéo comme expression d'une sensibilité personnelle, comme apporter un sens différent dans une industrie qui se développe actuellement, et donc exprimer une sensibilité.
Ces jeux vidéo, donc là je cite le jeu ICO, dont je vais vous présenter un petit trailer, en fait, sont des jeux qui ont marqué cette courte histoire du jeu vidéo, parce qu'en fait, ils sont venus inscrire un autre moyen d'avoir une expérience interactive qui sortait des sentiers battus, des jeux de baston, des jeux d'aventure, des jeux d'exploration et des jeux auxquels beaucoup de gens ont joué et qui ont fait en fait le succès de l'industrie du jeu. ICO est un jeu dans lequel on incarne un petit garçon qui doit sauver une jeune fille à l'air diaphane. Et en fait, c'est la première fois que la collaboration est mise en avant et devient cruciale pour réussir en fait à passer d'un niveau à l'autre. On ne peut pas progresser dans le jeu sans sauver cette jeune fille. On a une esthétique extrêmement belle. Et donc là, en fait, ce jeu a été un véritable succès, mais un succès d'auteur, dans le sens où il a touché un public assez restreint de gens. En revanche, il est reconnu comme un grand jeu vidéo. ICO. 一人は生贄の少年、一人は囚われの少女。行き場のない霧の中、それでもその手を取り合うだろう。Donc un premier extrait dont l'objectif est de vous dire que le jeu vidéo est aujourd'hui un média qui sert aussi à exprimer des idées et des idées innovantes, puisque dans le jeu on avait l'habitude de tirer sur des ennemis, et là en fait le but du jeu est vraiment de sauver cette jeune fille, et ça a créé une véritable révolution dans l'industrie. Donc un succès d'auteur, un succès d'estime pour une industrie qui en fait est en train de se créer. Ensuite, il est important aussi, quand on crée un jeu vidéo, quand on se pose la question de la conception du jeu, c'est vraiment de savoir quel type d'expérience on va procurer pour quel type de cible. Il est fondamental d'identifier dans un premier temps sa cible et avec sa cible, la nature des actions qui correspondent, puisque nous allons voir que selon le public que l'on vise, finalement on ne va pas lui faire exactement le même type d'action. Donc, avec la nature des actions, eh bien, on va bien évidemment y associer une mise en scène adéquate. Le scénario également découle de cette mise en scène et de la nature des actions qui correspondent à la cible. Les leviers d'interaction qui sont les moyens qui vont motiver l'action aux joueurs, et tout ça, bien évidemment, accompagné d'une dynamique de gameplay, c'est-à-dire d'une dynamique d'objectif dans laquelle le joueur peut bien réaliser une action, faire un bon choix ou se tromper, mal réaliser une action, se planter. Donc cet aspect ludique est bien évidemment important. Donc sur la notion des cibles, il existe différentes nomenclatures aujourd'hui qui caractérisent les profils de joueurs. Cette nomenclature, proposée par Bartol, est très connue et très utilisée dans l'industrie du jeu vidéo. Elle découpe en fait les types de joueurs en 4 catégories: les tueurs, killers, ceux qui accomplissent, ceux qui réalisent des enjeux, les achievers, les gens qui vont passer du temps à communiquer, à s'exprimer et en fait à progresser avec d'autres personnes qui sont dans la collaboration,
et enfin les explorateurs qui, eux, vont défricher en fait des terrains inconnus. La classification, elle a été utilisée essentiellement pour les joueurs de jeux en ligne, donc elle est très intéressante, mais elle reste discutable. En tout cas, ce qui est très dynamisant et ce qui est très important, c'est de voir que derrière ces profils de joueurs, on va pouvoir y associer un certain nombre d'actions précises. On ne va pas effectivement demander ou proposer à des joueurs qui sont dans l'échange, on ne va pas leur proposer des armes en leur disant ton objectif ce sera tuer ton prochain, parce que en fait ça ne va pas fonctionner. Donc l'objectif, c'est vraiment de définir ces fameuses cibles. Alors bien évidemment, la cible du héros qui est largement partagée, très connue et qui en fait recouvre l'histoire non seulement de la littérature, mais toute l'histoire de l'Antiquité, est un mythe qui est largement repris par le jeu vidéo. Pourquoi? Parce que finalement, derrière un jeu, le joueur se projette comme étant unique, avec des talents exceptionnels, comme étant doté d'une destinée spécifique. Lui, le jeu vidéo lui permet de réaliser des actions extraordinaires et potentiellement de sauver le monde. Donc on va avoir, dans le cadre de jeux qui sont des jeux d'aventure, qui sont des jeux d'exploration, qui pour certains sont des jeux de guerre, on va avoir en fait l'incarnation, on va proposer aux joueurs d'incarner cette figure de héros. Et pour incarner cette figure de héros, il y a un certain nombre d'actions qui y sont associées, et derrière ces actions, il y a bien évidemment des mises en scène spécifiques, des mises en scène précises, qui sont des situations propices au danger, bien évidemment. Alors ça, on va les trouver dans dans la nature, on va les trouver dans la forêt vierge, et vous verrez qu'en fait, il y a des mises en scène très précises, des contextes dédiés à la réalisation d'un héros. Le héros ne se réalise pas seul dans son salon, devant sa télévision. Ça ne marche pas comme ça. Donc, je vous passe ce trailer qui est le dernier trailer du jeu Assassin's Creed Black Flag. Vous allez voir en fait comment est présenté le héros Assassin's Creed. Oups. Pardon. Peggy 18. Bon les gars, je vais vous donner l'opinion de Barbe Noire en toute honnêteté. Vous vous demandez si ce nouveau capitaine peut vous promettre une vie de fortune, de pillage et d'aventure. Oui. De tous les gentilshommes en quête d'or sillonnant les Antilles, il est sans contredit l'un des plus brillants. Il fut un temps où je pensais être le fléau le plus meurtrier de ces mers. Mais cet homme est un compère redoutable qui se nourrit des désordres et des conflits. Je l'ai vu nettoyer le pont d'un galion espagnol comme si ce n'était rien. Combattant tel un diable à l'apparence humaine. Et c'est un malin. Il connaît chaque rocher et crevasse de ces îles comme sa poche. Si vous cherchez fortune et aventure, le capitaine Edward Kenway est bel et bien votre homme. Mais surtout, ne vous mêlez pas de ses affaires. Il y a tant de mystères autour de lui que même moi je n'ose en parler. Donc vous voyez une mise en scène où en fait on propose véritablement aux joueurs d'incarner un homme à la fois brillant, malin, qui comparé au diable sera plus fort que n'importe quel humain. Donc il y a vraiment en fait dans le jeu vidéo cette potentialité qu'on offre à son public d'incarner des personnages exceptionnels, et la figure du héros occupe beaucoup, une majeure partie aujourd'hui de l'industrie du jeu vidéo, de l'industrie triple A en fait, des jeux qui sont vendus
à de très grands exemplaires, parce que finalement, il y a cette idée du si j'étais et de la possibilité de se réaliser dans un monde virtuel. Et cette possibilité-là, elle est bien évidemment encadrée par des situations, une mise en scène et des actions qui vont satisfaire le joueur et qui donc vont lui permettre de se sentir véritablement unique. Alors, les ingrédients du héros, donc en fait, derrière cette figure, il y a effectivement la figure du solitaire, puisque le héros est seul. Mais il y a aussi une figure de auteur. Il est seul, il a une quête à mener. On le voit là dans Assassin's Creed. Je vous montre quelques screens de jeu qui en fait évoquent cette même idée du héros seul, solitaire, mais qui réalise des actions absolument spectaculaires. Là, Lara Croft dans Tomb Raider fait une énorme chute, se rattrape à un avion, enfin une carcasse d'avion, et en fait on vit cette projection de soi dans des univers virtuels de ce type-là fait que on se sent parfaitement exceptionnel, d'où cette notion, qu'est-ce qui permet à un jeu d'être réussi? C'est vraiment permettre aux joueurs de se sentir en pleine possession de moyens, même virtuels, mais en tout cas de vivre des expériences exceptionnelles. On reconnaît exactement le même type d'action dans le dernier GTA V, où en fait on est dans le sensationnel, l'exceptionnel. Enfin, vous voyez là une petite chute en parachute au-dessus d'une ville, et tout ça, voilà, fait vivre des émotions fortes, puisque le jeu vidéo est là pour nourrir des émotions, des expériences hors du commun. Là encore, plus violentes cette fois-ci, mais enfin des expériences qui, en tout cas, nourrissent véritablement la manière dont le joueur souhaite se projeter dans cet univers. Alors ça, c'est une partie, donc c'est une première figure, qui est une figure majeure. La deuxième grande figure du jeu vidéo, qui a été identifiée comme telle, et on voit un certain nombre de jeux qui correspondent à cette figure, c'est la figure du stratège, c'est-à-dire de celui qui souhaite construire, conquérir, et en fait asseoir un certain pouvoir. Donc le stratège, il élabore, il réfléchit, il gère, il organise, il construit, et vous avez en fait dans le jeu vidéo tout un panel de jeux qu'on appelle des RTS, Real Time Strategy Games, comme Warcraft, Starcraft, qui sont des jeux qui sont énormément joués par des joueurs dont l'objectif est vraiment de montrer une maîtrise et de montrer un esprit un petit peu malin, en tout cas, quant à la manière dont on organise et on conquiert un territoire, une nation, un univers. Donc la nature des actions va bien évidemment différer, et là les ingrédients vont être différents, puisqu'en fait on ne met pas son joueur dans une dynamique d'action incessante et de réalisation d'actions exceptionnelles. Là on l'installe plutôt dans un cadre qui est le cadre de la réflexion, qui est le cadre de l'anticipation, qui est le cadre de la gestion, et donc les ingrédients vont être de nature à solliciter et à nourrir cet esprit qui va organiser, réfléchir, conquérir, éventuellement détruire des ennemis. Les mises en scène relatives à ce type d'archétype, c'est des mises en scène qui vont faire appel bien évidemment à l'histoire, avec un grand H, à la conquête de territoire, mais on retrouve aussi beaucoup de jeux, combats, qui existent dans la science-fiction par exemple. Enfin, Starcraft, c'est un jeu extrêmement joué qui se passe dans des univers fictifs. La conquête de territoire, on la voit aussi dans des jeux comme Civilization. Mais j'ai choisi un trailer, un extrait de SimCity en fait pour vous montrer, en fait, ne serait-ce que cette idée d'incarner le maire d'une ville et de développer sa ville. Aujourd'hui, a été un des jeux majeurs de l'industrie du jeu. Donc je lance le trailer. Donc là, le joueur construit l'intégralité de sa ville. C'est lui qui décide des endroits où seront les bâtiments, mais aussi décide du nombre d'écoles, du nombre de casernes de pompiers, du nombre de commissariats de police, décide du choix des autoroutes. Et en fait, il va organiser tout ce petit écosystème de manière à ce qu'il fonctionne le mieux possible, parce que bien évidemment, la vie de la ville est ponctuée par différents accidents, comme vous allez le voir dans le trailer.
Donc un sentiment de puissance assez important, hein, parce que si on est maire d'une ville aussi grande que ça. Donc en fait, ce qu'on va remarquer, c'est que dans tous les jeux de construction, le levier qui va être le levier ou l'ingrédient qui va permettre d'adresser en fait ce type de profil, les profils de stratèges, c'est de proposer sur l'écran un certain nombre de paramètres qui vont permettre en fait l'élaboration de sa ville, la conquête. Et en fait, ces paramètres, plus il y a de paramètres, et plus le joueur va se sentir puissant et va se sentir fort des décisions qu'il a prises ou qu'il n'a pas prises, et va pouvoir en fait réfléchir véritablement à la manière dont il construit et dont il élabore son univers. Ces paramètres, on va les retrouver, ils sont très nombreux, on va les retrouver sur tous les jeux de construction, en fait, construction, stratégie, élaboration, puisqu'en fait, le stratège, c'est celui qui est capable de gérer beaucoup de paramètres de manière simultanée, et ça dans le but d'agrandir sa ville, de conquérir d'autres planètes. L'interface de civilisation, comme vous le voyez, est aussi extrêmement développée, importante, et là il s'agit vraiment, en fait, la condition de succès de ce type de jeu, ce sera vraiment de donner le sentiment d'avoir un système complexe derrière la réalisation et le développement du jeu, mais surtout de donner le sentiment aux joueurs d'être particulièrement intelligent puisqu'il maîtrise le système et qu'il sait organiser, ses données et faire des choix en fonction d'un objectif précis. Donc, et ça on le remarque dans tous les jeux qui sont des jeux de stratégie. Troisième grande figure, c'est la figure de l'empathique. En fait, l'empathique, c'est tous les jeux qui vont faire appel à cette idée de prendre soin d'un animal domestique, mais c'est aussi finalement s'occuper de sa famille dans The Sims, et c'est finalement cette disposition à donner, à partager, à comprendre, à accompagner, qu'on va trouver, qui est là aussi une grande famille de jeux, et qui finalement fait appel à une dimension empathique chez le joueur. On va bien évidemment assez rapidement dire que c'est des jeux qui s'adressent souvent plus aux filles qu'aux garçons, mais en tout cas, il existe, que ce soit les Pets, les Nintendogs, les Sims, il existe les Tamagotchi, il existe bon nombre de jeux où en fait le levier émotionnel et l'archétype émotionnel, c'est celui du don, du partage, de l'idée de faire grandir et faire croître. Et bien évidemment, sur le même principe, derrière un archétype émotionnel et une cible de ce type-là, on va proposer des actions et un ensemble d'actions qui découlent de cette idée de faire grandir, de faire progresser, d'amener d'une étape A à une étape B un être. Donc la nature des actions, là, on va être sur du prendre soin, sur de l'enseignement, du développement, de l'échange, de la discussion, et surtout sur la mise en scène. Là, pour le coup, on va difficilement se retrouver dans des scènes extrêmement dangereuses. Il s'agira plutôt d'accompagner dans des parcours de vie, et donc d'être dans des endroits qui sont plus familiers. Donc on va avoir des mises en scène là qui sont la vie de famille, le salon, l'école, le chien dans la maison, et cette dynamique, c'est vraiment de dire mon archétype finalement va se réaliser pleinement dans des endroits qui sont des endroits chaleureux, qui sont des endroits où en fait ce qui importe, c'est vraiment d'aider l'autre à se développer. Comme on le voit, The Sims a été une très grande réussite, commerciale également, plus de 100 millions d'exemplaires pour le premier jeu. Donc je vais lancer là le troisième jeu où en fait ils ont démultiplié le nombre d'expériences à l'infini. Donc maintenant on peut tout faire, on est largement sorti de la maison. On peut aller jouer au tennis, on peut aller dans des boîtes de nuit, on peut aller dans des cafés. Et avec ces petits Sims, et donc en fait on démultiplie les expériences qui sont en fait des expériences familières.
Donc comme vous le voyez dans ce petit trailer, en fait on voit les enfants, on voit des histoires d'amour, des histoires de trahison, on voit énormément de choses qui sont des choses de la vie quotidienne, et l'objectif c'est vraiment d'aider à comprendre ou d'accompagner ou de jouer en fait dans ce jeu de bac à sable humain pour essayer de comprendre les comportements de tout un chacun. Les Tamagotchi ont été un grand succès, donc là il s'agissait juste de faire grandir sa petite créature, mais on a revu plus récemment avec la Nintendo DS le grand succès de Nintendogs, donc un véritable archétype de joueurs qui finalement adressent une passion pour une sorte d'élevage virtuel. On le retrouve avec les Sims, chercher à comprendre l'humain, comment est-ce que sont codés les comportements de tout un chacun. Et dans cet esprit-là, en fait, c'est de l'accompagnement et de la compréhension. Animal Crossing plus récemment, qui lui aussi jouit d'un succès certain auprès des enfants, puisqu'il s'agit de faire progresser sa petite fille ou son petit garçon dans un univers dans lequel il y a des données économiques importantes, et donc pour avoir une plus grande maison, il faut aller pêcher des poissons. Voilà, dernière figure importante, c'est la figure du virtuose, parce qu'en fait on s'arrête à 4 archétypes, majeurs, ce qui n'empêche pas pour un concepteur de se dire oui, mais finalement, mon stratège peut être un excellent homme d'action également, ou peut-être également un empathique. Et donc à ce moment-là, je peux peut-être proposer des actions de différentes natures dans un même jeu. Mais il n'empêche qu'en fait, ces 4 figures sont des éléments vraiment fondamentaux pour comprendre comment concevoir le jeu. Enfin, dernière figure, donc celle du virtuose, celle de l'expert. Je vais vous dire que d'une certaine manière, c'est la figure initiale des premiers joueurs de jeux vidéo, puisqu'en fait, dans les premiers jeux vidéo, il s'agissait véritablement d'obtenir des scores, et il fallait juste avoir un excellent score. Donc là, ce qui était vraiment important, c'était la maîtrise du système, compréhension, maîtrise, réactivité et dextérité du système. Donc il fallait tout simplement exceller. Les actions toujours très simples, des actions rapides, de tir principalement, mais enfin des actions type Pac-Man aussi, sont finalement des actions simples, dans un système extrêmement simple, mais extrêmement exigeant, puisque le niveau de difficulté augmentant très rapidement, finalement on se retrouve en face, le joueur se retrouve en face d'un système, et ce qui va être vraiment important pour le joueur, ce qui va nourrir le joueur à ce moment-là, c'est vraiment la nature du système, l'intelligence du système, et ce, dans un cadre qui finalement sera exprimé de manière la plus épurée possible, puisque pour comprendre un système et le maîtriser, pas besoin d'aller à l'aventure, à la découverte, et il s'agit vraiment là de se concentrer sur 2-3 mécanismes fondamentaux. J'ai choisi un trailer du jeu Virtua Fighter, parce qu'en fait, les combinaisons d'actions pour être un excellent joueur à Virtua Fighter relèvent de la virtuosité, on peut le dire, et on ne joue pas n'importe comment à Virtua Fighter si on souhaite gagner une partie.
い体してるじゃねえか。いいね。夢の出番は終わった。気持ちよかっただろう。Donc, comme vous avez pu le constater, ici, nous n'avons pas véritablement de scène à explorer. Il s'agit vraiment de maîtriser des enchaînements de combinaisons, et c'est la difficulté du jeu. Et en fait, un virtuose, c'est celui qui sera capable de maîtriser ces enchaînements le mieux possible. Alors, bien évidemment, je vais vous parler de Tetris, qui a été le premier jeu très facile d'accès, mais en même temps très difficile à gagner, à maîtriser. À un moment donné, on se laisse dépasser. En tout cas, Tetris fait partie de ces jeux qui s'adressent finalement à des virtuoses du jeu vidéo qui souhaitent scorer, qui souhaitent avoir les meilleurs scores, avec des systèmes très simples. C'est la même chose pour Space Invaders, qui est très facile à jouer, mais en même temps très difficile à finir, voire impossible à finir. Il en va de même pour aujourd'hui des jeux du type FIFA, où on se retrouve sur des terrains de football. Et enfin, l'objectif et l'ingrédient qui va nourrir ce type de profil, c'est véritablement le Hall of Fame, où on peut dire « je suis le meilleur, c'est moi qui remporte, c'est moi qui gagne la partie ». Ce qui ne sera jamais le cas dans un jeu d'aventure, ce qui ne sera jamais le cas dans le cas de figure du héros, ce qui ne sera pas le cas non plus dans le cas de figure de l'archétype de l'empathie. Donc, quand on parle aujourd'hui des ingrédients qui vont permettre à un jeu d'être réussi, on a bien évidemment ces archétypes qui vont un petit peu cadrer à la fois la mise en scène, la nature des actions, mais on a aussi énormément de critères, énormément d'ingrédients qu'il faut prendre en compte. Et ces ingrédients, c'est d'abord une promesse. Donc je vais revenir dans le détail de cette liste, mais aujourd'hui le jeu vidéo est un énorme marché, un marché colossal, puisque comme Madame Hugues le disait tout à l'heure, il dépasse maintenant le cinéma, et les clients, on leur promet des choses. Donc l'une des clés de la réussite, c'est véritablement de tenir ces promesses, et de les tenir par rapport au pitch qu'on a proposé du jeu, mais aussi par rapport aux récompenses qu'on va donner aux joueurs. Enfin, il y a un certain nombre de critères techniques. La fluidité de l'expérience en est un, la qualité de la mise en scène en est un autre, le rythme de l'action. Je reviendrai sur toutes ces considérations qui sont en fait des considérations techniques mais très importantes pour le jeu. La multiplicité et la complexité des informations. En fait, on suit véritablement le système actuel qui fait que les jeunes ont de plus en plus tendance à faire plusieurs choses en même temps. Le jeu vidéo va s'imprégner de cette rapidité en fait et va proposer aux joueurs de remplir 3 missions en même temps sur un même écran. On a donc cette multiplicité et complexité des informations, la psychologie des personnages, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui on commence à jouer de plus en plus avec des personnages qui ne sont pas simplement des avatars qui marchent, se déplacent, mais qui sont des personnages avec une psychologie forte, imprégnée, et ça c'est en fait la force des moteurs, mais aussi l'intelligence du code, la qualité du scénario, la qualité du gameplay, les playtests, j'y reviendrai en détail, puisqu'aujourd'hui il y a un ingrédient majeur dans le succès des jeux vidéo connectés, des jeux vidéo sur téléphone, c'est cette phase de test qui fait que le jeu n'est pas un produit fini quand il arrive et quand il est disponible sur son téléphone. En fait, c'est une première phase. Le jeu aujourd'hui est un logiciel en devenir qui va être perpétuellement amélioré par les joueurs. La qualité du système de jeu, ça c'est bien évidemment fondamental, avec l'apport d'outils en graphisme qui permettent aujourd'hui de rendre des images extrêmement précises, extrêmement réalistes, ou voire de s'en dégager complètement pour créer des univers artistiques. Une attache très importante est dédiée en fait au symbolisme dans le jeu vidéo. Ça arrive de plus en plus, c'est les thèmes qui viennent imprégner le jeu aujourd'hui. Enfin, on gardera l'effet de surprise, qui reste un élément fondamental du jeu. L'innovation, c'est une industrie nouvelle, c'est une industrie innovante, c'est une industrie mutante, et l'innovation est véritablement un ingrédient
qui peut assurer du succès d'un jeu vidéo. Et enfin, cette question de l'addiction, est-ce qu'un jeu vidéo est bon si je ne peux pas m'empêcher d'y jouer? Ça, c'est une grande question. Alors, concrètement, le respect de la promesse et le respect et de la promesse et des récompenses. Un créateur de jeu, un éditeur de jeu tient une promesse. Il est important, dans le cadre d'un engagement, de tout simplement respecter ses engagements, sur le fond comme sur la forme, et donc de respecter le joueur. Ça sera la clé fondamentale du succès d'un jeu vidéo. Il correspond finalement aux attentes qui ont été initiées par l'éditeur. Enfin, la fluidité du gameplay. On parle énormément de cette magie, de cette expérience immédiate qui fait que le joueur va donner un input dans un jeu et va recevoir des conséquences en fait, input, conséquences. Et c'est finalement ces feedbacks, ces conséquences qui vont l'entraîner dans une expérience immersive, dans cette expérience virtuelle. Et c'est cet équilibre bien réglé, cet équilibre qui est à la fois bien réglé mais qui est à la fois bien rendu par le moteur, qui va renforcer la notion d'immersion dans son jeu et qui donc va permettre de garantir une expérience réussie, une expérience complète. Donc la fluidité est majeure, fluidité du jeu, et bien évidemment pour avoir une expérience fluide, il faut aussi être à l'aise dans le jeu, c'est-à-dire maîtriser les contrôles, comprendre ce qui est demandé, agir en conséquence et ne jamais être soit blasé par le jeu qui serait trop facile, soit frustré par le jeu qui serait trop difficile, parce que là on perd un joueur. Et pour un concepteur, il est vraiment fondamental de permettre aux joueurs de trouver un bon équilibre et de trouver un niveau de difficulté qui correspond à son profil. Donc on va avoir, là encore, quand je parle de fluidité de gameplay, la théorie du flow qui est mise en avant par Michael Csikszentmihalyi a pour objectif de dire qu'il est impératif de pouvoir permettre à son joueur d'être toujours dans un niveau de bien-être dans lequel le challenge ne sera jamais inatteignable et dans lequel finalement l'ennui ne sera jamais atteint non plus, puisqu'il y a toujours une dynamique, il y a toujours un esprit de projection sur des choses qui sont réalisables. Donc il est impératif de bien régler les paramètres. Donc, sur les recettes, on parle également de recettes de qualité de mise en scène, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, à un archétype correspond un type de mise en scène. Et aujourd'hui, la chance du jeu vidéo, c'est vraiment de pouvoir s'inspirer de l'industrie cinématographique. On parle de grammaire cinématographique. On a mis en place une grammaire visuelle, puisqu'en fait, tous les éléments présents sur un écran de jeu vidéo sont des éléments qui véhiculent une information et qui font sens, et qui donc font sens pour que le joueur agisse ou non dans telle ou telle direction. Et donc aujourd'hui, on parle même de grammaire vidéoludique qui associe à la fois les règles de l'action au sens donné par une image. L'image, on va la retrouver dans les cinématiques, qui sont des petits films au sein du jeu vidéo et qui permettent aux joueurs de mieux comprendre ce qu'il se passe dans une histoire, mais aussi dans toute la mise en scène, puisqu'on remarque de plus en plus que le jeu vidéo utilise des techniques du cinéma pour mettre en scène des expériences interactives. Enfin, l'ergonomie et l'accessibilité, comme vous l'avez remarqué, en moins de 40 ans, le jeu vidéo qui s'adressait à un public très restreint s'adresse maintenant à un public très très large. Et cette ouverture, elle a été réalisée par l'accessibilité du jeu, accessibilité qui est passée notamment par la console Wii, et donc la limite de la maîtrise du contrôleur qui faisait que la cible des joueurs était quand même relativement petite, est passée à une cible beaucoup plus large, puisque en fait manipuler des contrôleurs Wii, c'était accessible à tout le monde, et il suffisait de reproduire les mouvements de la vie réelle pour jouer au tennis, jouer à la pétanque et jouer au bowling, donc c'était très simple. Et c'est comme ça en fait que le jeu vidéo s'est installé dans les familles, dans les foyers, s'est adressé à des personnes plus âgées. La DS a permis aussi aux jeux vidéo de solliciter l'intérêt d'enfants, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Et finalement, ce qu'on remarque, c'est qu'en plus aujourd'hui, avec le téléphone et les tablettes et le tactile, on a véritablement un élargissement colossal de la cible, puisque tout le monde est capable de maîtriser, de contrôler un jeu vidéo. Et on n'est plus restreint par la manette qui pouvait apparaître comme un instrument et apparaître comme très complexe pour les gens qui ne souhaitaient pas le faire. Donc, cette accessibilité, elle est colossale, puisqu'en fait, elle ouvre des publics plus grands, et ça fait partie des critères, c'est partie des ingrédients qui font d'un jeu que c'est un bon jeu, c'est-à-dire qu'il est accessible, c'est-à-dire qu'il est compréhensible, et c'est qu'on peut, en fait, il a une ergonomie qui permet à un nombre très important de personnes de jouer. Bien évidemment, le rythme de l'action, mais ça, on va parler d'un rythme visuel, on va parler d'un rythme musical, on parlera d'un rythme de l'action au même titre. Il est impératif d'avoir des moments qui sont des moments forts dans un jeu. En fait, un jeu est rythmé comme un film, avec des courbes émotionnelles et des pics émotionnels importants, et puis des courbes qui demandent au joueur de relâcher son attention pour de nouveau repartir. Et donc, cette demande, cette structure et ce rythme est compté et calculé. Il est élaboré de manière à ce que le joueur puisse avoir une expérience riche et continue sans qu'elle soit jamais beaucoup trop stressante ou absolument invivable ou beaucoup trop calme. Donc, ce rythme, il est renforcé bien évidemment par des rendus graphiques, par ce qui se passe à l'écran. Il est renforcé par un certain nombre de mouvements, de données qui vous permettent de comprendre en fait ce qu'il s'agit de faire ou de ne pas faire. Enfin, quand on parle d'ingrédients du jeu vidéo, qu'on parle en fait aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un public de plus en plus important de gens qui jouent sur téléphone et sur tablette. La nouveauté avec ce type de jeu-là a été la suivante, c'est-à-dire que ce sont des jeux connectés qui permettent aux éditeurs d'avoir exactement toutes les informations sur la manière dont vous vous comportez dans le jeu. Autrement dit, si au niveau 3, vous rencontrez une difficulté et que vous ne réussissez pas à passer le niveau 3, et si vous êtes trop nombreux à rencontrer cette même difficulté au niveau 3, à ce moment-là, l'éditeur, le concepteur va amoindrir la difficulté de manière à pouvoir faire en sorte de garder son public. Parce que dès lors qu'on est frustré dans un jeu, finalement on arrête de jouer. Le succès des jeux actuellement, c'est vraiment cette idée que on a un produit qui est un jeu sur téléphone, Candy Crush Saga, pour les citer, parce que beaucoup de gens y jouent, plus anciennement à Angry Birds, et finalement on va pouvoir mesurer le nombre, comment a été réalisé le game design, est-ce qu'il a été bien pensé pour un nombre de joueurs important ou pas. Et le fait que les joueurs deviennent tous des testeurs de jeu permet au jeu lui-même de s'améliorer de manière continue. Donc on est dans une réappropriation d'un jeu qui est un jeu en devenir dès lors que c'est un jeu en ligne. Et ça, c'est vraiment une révolution dans l'industrie, puisque quand on vend des jeux en boîte, finalement, son logiciel, il est figé, il bouge plus. Il a été playtesté par un certain nombre de personnes auparavant, mais il n'est pas playtesté par des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui vont renvoyer des datas et expliquer comment les joueurs se comportent face au logiciel. Ce qui explique aussi la durée de vie des jeux actuellement, parce que en fait, les jeux, quand ils sortent, sont loin d'être aussi pertinents et aussi bien designés que les jeux après quelques mois après leur sortie. Aussi bien designés pour un public large, j'entends bien. Donc le playtest est vraiment un ingrédient qui aujourd'hui rentre en ligne de compte dans les critères de réussite d'un jeu. Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de jeux sont aujourd'hui tous connectés et tous les jeux seront prochainement sur le cloud. Mais cette idée, c'est vraiment de se dire que le joueur devient un testeur à part entière et peut participer à l'amélioration du jeu. Donc on parlait de symbolique tout à l'heure. L'amélioration des moteurs de jeu et des outils qui permettent de créer des images numériques pour le jeu est telle qu'on s'est vraiment détaché des contraintes initiales, que ce soit des pixels, que ce soit des couleurs. On a aujourd'hui des univers qui sont extrêmement riches, qui sont extrêmement chatoyants,
Et de plus en plus, on fait appel à une culture qui est une culture universelle, à la religion et à des valeurs qui en fait sont des valeurs qui nous parlent et qui évoquent à tout joueur quelque chose qui sort simplement du jeu. Donc je vais vous montrer en fait ce trailer qui est un trailer qui présente Lara Croft dans Tomb Raider. Elle existe depuis maintenant 20 ans. Elle a énormément changé, mais là encore, on est dans une logique qui est une logique où on a une narration extrêmement forte, des univers variés. Bon, nous savons tous que c'est une héroïne, donc elle est dans des situations de danger poussées à l'extrême. C'est une femme seule, autonome, elle est indépendante. Finalement, on va la voir arriver à la fin dans un univers. Enfin, à la fin, elle arrive dans l'eau, et en fait, l'eau qui symbolise la pureté. Je vais vous laisser regarder ça rapidement. Is anyone listening? Please respond. There are no heroes here. Only survivors. Mayday, this is Lara Croft of the Endurance. We need help and medical supplies. Oh, shit. The woman must be here somewhere. Keep looking. Come on out, girl. Stop hiding. You can do this, Lara. For a child, you've caused me a great deal of trouble. She's the one. I made a promise. I've got to find them. Bring her to me. Damn it. I know you want to escape this place. We're all trapped here. This ends now! Kill her! She's coming! Take her out! If I don't survive, none of us will. Voilà, donc vous avez là un scénario extrêmement développé, une promesse, celle de sauver l'humanité, et comme vous le voyez, enfin c'est vraiment des situations extrêmement extrêmes, enfin absolument extrêmes, et elle passe au travers de tout ça avec extrêmement d'héroïsme. Elle finit reposée dans l'eau, et on va dire que derrière cet univers extrêmement dangereux, tout d'un coup il y a un calme, il y a un retour au calme par cette scène finale. Donc bien évidemment le scénario qui fait partie des ingrédients importants, puisqu'aujourd'hui on a besoin de scénarios riches, qui enrichissent énormément la qualité de l'expérience du jeu, puisqu'aujourd'hui il y a des joueurs qui finalement jouent pour le scénario plus que pour le jeu, et le jeu est un levier très utile pour conquérir des marchés, et en fait pour intéresser le joueur. Et on remarque, notamment avec la société Quantic Dream, qui est une société française, qu'en fait cette société s'est vraiment basée sur le scénario pour faire des jeux. Je vous présente rapidement le trailer de Two Souls. Alors on interroge la pertinence du jeu. Est-ce qu'on est vraiment dans le jeu? En tout cas, on n'est pas dans le jeu de virtuose, dans les jeux dans les jeux de Quantic Dream. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'on explore un nombre de possibilités infinies. Et si mes souvenirs sont bons, Heavy Rain dispose de 27 fins différentes selon la manière dont on joue au jeu. Jodie, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Dis-moi, où est-ce que tu es? J'arrive tout de suite, Jodie! Jodie! Je vais pas m'en sortir. C'est mieux? Depuis ma naissance,
Je suis liée à une entité. Eh? Jodie? Parfois, les adultes aussi imaginent des choses. Et toi? Jodie. Bienvenue dans le monde des vivants, Jodie. Il s'appelle Aiden et il me quitte jamais. Qu'est-ce que tu as fait à ce garçon? Suzanne, il faut que ça s'arrête, avant qu'on perde la raison ou la vie. Maman, me laisse pas ici. T'es un monstre, Johnny! T'entends? T'es un monstre! C'est fini, Jodie. Tout est fini. Concentre-toi, Jodie. J'ai fait des choses dont je suis pas fière. Tu m'as menti. Tu t'es servi de moi pour faire ton sale boulot. Dites-leur de me foutre la paix, c'est clair? Parce que la prochaine fois, je vous tuerai tous jusqu'au dernier. Ça va s'arranger. J'en ai marre de fuir. Voilà, donc l'idée là, c'était juste d'illustrer le fait qu'aujourd'hui, le scénario, comme vous pouvez constater, il est fort, il est impliquant, il est loin d'être simple. La psychologie des personnages suscite beaucoup d'attention, de compréhension, et on s'aperçoit qu'on va jouer avec une enfant qui en fait est habitée par une entité un petit peu différente. Et donc voilà, donc en fait ça engage, le scénario engage aussi énormément la manière dont on va jouer un jeu, indépendamment des résultats et du scoring. Il y a un critère aussi important, un ingrédient qui plaît toujours, c'est l'effet de surprise. Les concepteurs gardent toujours à l'idée le moment où derrière un système bien exploité, bien établi, des mécaniques de jeu qui roulent, on va surprendre le joueur, parce que la surprise est toujours un bon moyen de dérouter son joueur finalement, et de le réveiller et de le sortir des mécaniques dans lesquelles il est impliqué. Donc là, j'ai choisi une petite image de GTA V dans lequel on peut voir un UFO, une soucoupe extraterrestre. Voilà, ça fait partie des éléments de surprise. Ça s'appelle des Easter Egg Ball. Et il y en a énormément dans les jeux vidéo. Il faut jouer, les découvrir, mais c'est toujours des moments qui en fait suscitent un petit peu de joie, de joie dans le jeu. Je vais revenir sur ce critère dont je vous ai parlé initialement, qui est le critère de l'innovation. Les jeux vidéo qui réussissent à innover, qui apportent quelque chose de nouveau, que ce soit en création graphique, que ce soit en création de gameplay, sont des bons moyens en tout cas, et sont garants d'un succès certain, puisque voilà, ils apportent de la créativité. Je vous montre un projet qui a été développé l'année dernière à l'école par des étudiants donc de 5e année, et en fait la graphiste Marie Renaud a décidé de s'inspirer de peintres contemporains et contemporains principalement, et en fait de créer une expérience de jeu liée à la sérendipité et à la découverte. Donc elle a modélisé Mondrian en 3D en s'inspirant un petit peu de ses couleurs, et finalement il s'agit juste de découvrir des univers en 3D dont l'objectif est vraiment de donner une expérience esthétique du jeu. C'est un projet qui a été particulièrement bien reçu par les membres du jury, parce qu'en fait ça sort en fait des sentiers battus de ce qu'on voit d'habitude dans l'industrie. Donc l'innovation sur un plan technique, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan des graphismes,
bien évidemment du sound design, du game design et du gameplay sera toujours un critère, et sera toujours un ingrédient de succès et de réussite d'un jeu vidéo, puisque c'est une industrie qui est relativement mutante et qui donc... voilà. Donc les ingrédients de l'avenir proche, alors comme vous pouvez le constater en fait, les ingrédients aujourd'hui, on a toutes ces données qui arrivent et qui sont de nouveaux moyens d'évaluer la qualité d'un jeu. Les ingrédients de l'avenir proche arrivent aussi, bien évidemment. Aujourd'hui, il n'y a pas une console qui est réalisée sans qu'on puisse développer un jeu qui ne soit pas en réseau. Donc ça veut dire qu'en fait l'expérience du jeu unique n'existe plus. Tous les jeux seront multijoueurs, tous les jeux seront multiplateformes. Et on peut envisager effectivement des nouveaux types de gameplay avec des technologies comme les Google Glass. Le monde virtuel fait son apparition et son arrivée avec l'Oculus Rift, qui est une nouvelle technologie qui me permet en fait de voir en 3D dans des lunettes dédiées. Et enfin, le développement d'intelligence artificielle, c'est l'un des grands enjeux en fait de ce nouveau siècle, c'est vraiment de développer des intelligences artificielles qui permettront potentiellement d'avoir des compagnons d'avenir. Donc le jeu en réseau, c'est le jeu connecté, alors connecté dans un même espace ou connecté dans des espaces différents. En tout cas, il y a un boom actuel du e-sport. Les gens font des compétitions en ligne sur des jeux et ça explose littéralement. Le multiplateforme, l'objectif c'est vraiment de pouvoir se dire, finalement je lance une partie et je vais pouvoir jouer à ce jeu de manière différente sur différents supports, tablette, téléphone, console, PC. L'immersion totale dont je vous parlais initialement, ces fameuses lunettes Oculus Rift qui arrivent en haute définition et qui visiblement sont absolument exceptionnelles, donc nous baignent dans un univers virtuel complet. Et enfin, l'intelligence artificielle, ça c'est vraiment ce qui va susciter énormément, à mon avis, d'attrait dans les années à venir, c'est de développer et d'avoir en fait des compagnons virtuels, donc des intelligences artificielles qui vont pouvoir, à la fois avec lesquelles on va pouvoir échanger, qui vont pouvoir nous accompagner, et c'est vraiment un objectif pour ces futurs designers d'expériences interactives que de réussir à réaliser des personnages dont l'intelligence nous permettra d'échanger avec eux comme si c'était de véritables humains. Voilà une petite conclusion rapide sur cette industrie. En fait, c'est un beau challenge que de chercher à lister tous les ingrédients du jeu vidéo. Une chose est certaine, c'est qu'un jeu vidéo réussi, c'est un jeu vidéo qui, à un moment donné, arrive à toucher une magie, et une magie qui relève de l'équilibre entre le bon game design, les bons graphismes, un code extrêmement fluide, et finalement et qui sollicite une envie, qui répond, qui donne des récompenses. Donc lister des ingrédients, c'est une chose. Les réaliser, les mettre en œuvre et s'assurer que le jeu soit réussi, c'est jamais forcément possible en amont, même si aujourd'hui on précise de plus en plus ces critères, on les affine, et il y a de moins en moins de jeux qui sortent aujourd'hui qui ne trouvent pas leur public, puisque l'objectif c'est vraiment d'exprimer quelque chose et de réussir à le faire avec les moyens qui sont donnés et qui sont aujourd'hui beaucoup plus identifiés qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques temps. Voilà, j'espère avoir été clair, je vous remercie. Avez-vous des questions? Qu'est-ce que vous pensez de l'introduction des codes du jeu vidéo dans le documentaire? On a vu ça avec les web documentaires récents, type Fort McMoney, Challenge. Je trouve que les game designers auraient une place à prendre dans la réalisation de ces web docus, puisqu'en fait le web docu n'est pas aussi dirigiste que l'est le documentaire et laisse aux spectateurs, acteurs, joueurs, lui laisse le choix des différents centres d'intérêt qu'il peut avoir sur un sujet. Donc en soi, en fait, je trouve que c'est un peu trop figé par rapport aux jeux vidéo aujourd'hui.
le web docu, mais que ça reste très intéressant parce que ça laisse la liberté aux joueurs, spectateurs, aux documentés de découvrir par lui-même ce qui l'intéresse. N'hésitez pas. Hein. Moi, j'ai une question. Oui. Les jeunes que vous accueillez dans votre école, est-ce qu'ils ont des cours qui concernent la psychologie, Oui. les émotions, tout ça? Oui, tout à fait. D'accord. En fait, le diplôme de l'école Super Info Game est un diplôme de niveau bac plus 5. Donc l'objectif, c'est vraiment de former des réalisateurs vidéoludiques. Et donc, derrière la maîtrise d'outils, qui est déjà en soi relativement difficile et complexe, c'est vraiment de se dire, en fait, c'est le média de demain. Enfin, c'est un média actuel, c'est pas vraiment le média de demain, mais derrière des réalisations qui ont été extrêmement systématiques dans un premier temps, il faut considérer ce média comme un moyen d'expression à part entière et donc avoir des réalisateurs qui sont des véritables créatifs et des créatifs, des concepteurs qui aient des choses à dire et à exprimer. Une sensibilité, une émotion. Donc on travaille beaucoup effectivement sur la psychologie des joueurs. On travaille aussi sur les différentes émotions et la manière dont on les met en scène. Et en fait, on essaye de guider au mieux la manière dont eux conçoivent les jeux pour les réaliser par la suite. Enfin, dont ils les structurent, dont ils les conçoivent et en fait dont ils structurent leur conception de jeu. Comment sont rythmées les 5 années d'études? Pardon? Comment sont rythmées les années d'études? Alors, il y a un premier cycle composé de 3 ans, un second cycle de 2 ans. Donc, le second cycle comprend 2 stages obligatoires. Et en fait, le premier cycle a pour objectif de former les étudiants à tous les outils, mais surtout de les aider, enfin de leur faire acquérir tous les fondamentaux, qui sont des fondamentaux de culture générale. Donc ils ont des cours d'histoire, ils ont des cours d'histoire de l'art, ils ont des cours de psychologie, ils ont des cours d'architecture. Et c'est vraiment, en fait, l'idée, c'est vraiment de consolider un socle de connaissances fondamentales qu'ils utiliseront par la suite dans le cadre de leur création vidéoludique. Et enfin, deuxième cycle, là, ils vont commencer à réaliser de plus en plus de projets, donc des vrais projets de jeux vidéo en partenariat avec des entreprises. Et la dernière année est dédiée à la réalisation d'un prototype de jeu par équipe. Donc en fait, les étudiants passent devant un jury de professionnels et sont évalués par des professionnels au terme d'un développement de jeu d'une durée de 9 mois. Et donc le jeu dure entre 20 et 30 minutes. Donc toute la dernière année, c'est un énorme projet? Absolument. L'intégration se passe comment en fait dans l'école? C'est un concours? C'est un concours. Merci. Est-ce qu'on peut devenir addictif de façon pathologique? Alors ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas véritablement de réponse parce que je ne pense pas que l'addiction aux jeux vidéo soit pathologique dans le sens où l'addiction telle qu'elle est définie par Serge Tisseron nécessite une altération par l'intermédiaire de produits. Donc il n'y a pas d'altération du corps par l'intermédiaire de produits quand on joue à un jeu vidéo. En revanche, il y a véritablement l'idée d'un échappatoire que permet le jeu. Et s'il y a addiction pathologique, enfin, entre guillemets, ce qu'on pourrait qualifier d'addiction pathologique, je pense que le problème, il est plus à chercher dans la non-adéquation avec le monde réel. Et donc voilà, enfin, moi je m'occupe d'une école de jeu, je forme des futurs concepteurs, je n'arrive pas à penser que ce soit un média qui suscite de la pathologie. Je pense que la pathologie, elle est une conséquence d'une inadéquation avec la réalité. Oui, bonsoir.
J'aimerais savoir, au niveau des années, dans les années 80, il y avait une communauté de gamers. Est-ce que vous vous souvenez comment on les appelait? Non. Les geeks, non, même pas, non. Oh, d'accord. Communauté de gamers. En fait, bon, les grands joueurs, quoi. Les hardcore gamers, non. C'est à peu près de là, quoi. Disons que j'avais le nom, mais je l'ai oublié, donc je pense que vous pouvez me le dire, quoi. Mais sinon, l'addiction qui amène deux fois à la mort, quand on sait que certains jouent jusqu'à la mort, est-ce que c'est dur, quoi? Est-ce que c'est, pardon? Est-ce de l'addiction quand certains joueurs jouent jusqu'à... Oui, mais en fait, il y a toujours, à un moment donné, des accidents qui ne sont que des accidents. Alors, tout conduit à la mort. S'il y a quelques joueurs qui ont décidé de mourir devant leur PC, devant leur jeu, c'est vraiment dommage pour eux, mais c'est vraiment, c'est pas de notre faute. Hein. Non, on vous accuse pas, mais sinon, c'est la presse. C'est-à-dire que je pense pas que le jeu soit la cause, en fait. Dans le pire des cas, c'est une conséquence, mais c'est rarement une cause. Bonsoir. Il y a un sujet que vous n'avez absolument pas abordé au cours de votre présentation. Ce sont les dynamiques communautaires, l'émulation qui peut être provoquée justement lorsqu'un jeu réussit à souder autour de lui une communauté et à créer une dynamique qui souvent peut dépasser la qualité du jeu lui-même. Hein. On a vu ça avec des jeux absolument médiocres. Avoir des jolis petits succès parce que justement il y avait toute une dynamique communautaire autour. Et je m'attendais que ça soit abordé à un moment ou un autre dans la présentation parce que justement c'est un ingrédient de succès. Donc je vous pose la question. Oui, tout à fait. Alors effectivement j'en ai pas parlé, j'aurais dû le faire. Cela dit, ça rejoint cette figure qu'on appelle la figure de l'empathique ou les socializers. Et on peut faire référence à tous les MMO, hein, puisque je pense que vous parlez là, vous citez principalement tous les MMO, qui sont des jeux qui ont permis à des joueurs de rentrer en contact, de communiquer, et effectivement de développer des communautés en dehors du jeu. Je ne l'ai pas évoqué, j'aurais certainement dû le faire. Est-ce que c'est un ingrédient? En fait, c'est un ingrédient, la dynamique qui consiste à avoir une vie sociale en ligne et donc à chatter, comme ça a été le cas sur World of Warcraft. Hein, c'était surtout des gens qui étaient ravis de se retrouver en ligne pour discuter. Ça fait partie des ingrédients qui sont des conditions, qui sont des conditions de succès pour beaucoup de MMO. Effectivement, le dire est une chose. L'idée, c'est que cet archétype-là a quand même été identifié comme un archétype majeur de joueurs, qui sont les gens qui cherchent à comprendre, qui cherchent à communiquer, qui cherchent à échanger, et qui en fait vont se réunir dans cet objectif, de conquête pour tuer des monstres, mais vont avant tout, le levier majeur, c'est celui d'être ensemble. Ça. Vous pensiez comment? Non, mais je suis épaté par le réalisme qu'on peut voir dans ces jeux. Donc si on prend les jeux comme des applications, je me posais la question, quelles étaient aujourd'hui les limites opposées par les outils qui permettent de fabriquer ces jeux? Alors, quels sont-ils et quelles sont demain ces limites qui risquent de disparaître et qui vont nous ouvrir encore de nouveaux champs de réalisme? Mais en fait, les limites, il y en a de moins en moins, hein, il faut être honnête. Et c'est là où on peut... parce que se retrouver sur EverQuest, pour avoir joué à EverQuest, c'était pas forcément extrêmement immergent comme expérience, parce que les graphismes étaient vraiment... c'est un jeu des années 80-2000, 95-96. Concrètement, l'avenir du jeu vidéo, c'est l'avenir de monde virtuel, dans lequel il n'y a plus de limites, dans lequel les systèmes seront beaucoup plus développés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc on aura des... quand je parle, il y a un sujet qui m'anime pas mal, c'est cette fameuse intelligence artificielle. Le jour où on va pouvoir rentrer et discuter avec son ordinateur, qui sera peut-être un hologramme, et échanger,
Et l'intelligence artificielle, son objectif, elle sera développée de telle sorte qu'elle pourra se rendre compte de l'état émotionnel dans lequel je suis, de ce que je peux attendre, pas attendre. Et en fait, aujourd'hui, on travaille à ça. Donc je pense que, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a juste pas de limite. C'est à la fois troublant, mais c'est aussi très excitant. Mais qui est-ce qui détient ces outils permettant de fabriquer tous ces univers? Les outils, c'est les outils, c'est du code. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des ingénieurs, des programmeurs, des développeurs. C'est des gens qui codent des comportements. Donc c'est de l'intelligence aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est de l'intelligence qui se matérialise dans la réalisation de systèmes qui sont de plus en plus autonomes. Lors de la création de personnages, on a vu qu'on incorporait de plus en plus la psychologie. Je voulais savoir comment ça se passait. Est-ce qu'il y a déjà des archétypes mentaux qui sont déjà prédéfinis, ou est-ce que les créateurs des personnages créent de A à Z la personnalité d'un perso? Eh bien, je pense qu'il y a quand même des archétypes très définis par des psychologues dont c'est le métier, et qu'à partir de là, le créateur s'en inspire et doit y ajouter quelques petites variations pour rendre son personnage original. Mais les archétypes sont quand même construits et développés par des psychologues dont c'est le métier. Plus de questions? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais il n'y a pas de mystère. Hein. C'est-à-dire, en fait, je dis bien sûr, parce que sur des modèles de jeux comme Candy Crush, le Candy Crush Saga, en fait, il y a des modèles qui font que quoi qu'on fasse, on ne pourra pas passer le niveau 30, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas passer le niveau 79. Donc à un moment donné, oui, il y a une manipulation, il y a un système derrière. Donc le système construit une expérience. Donc on va dire, à tel moment, le joueur réussit, sera ravi, va passer au niveau supérieur, et là, pendant 3 jours, on va le bloquer, on va le frustrer, et quoi qu'il fasse, il ne réussira pas. Donc oui, il y a quand même, on est dans un système. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des systèmes qui laissent la liberté aux joueurs de créer leur propre gameplay. Donc il y a deux modalités. Ce que disait Monsieur tout à l'heure, c'est que sur les MMO, les massively multijoueurs online, en fait, le fait de pouvoir communiquer avec d'autres joueurs fait que finalement, ils créent leur propre jeu, leur propre distraction, ils créent des échanges qui ne sont pas initialement conçus par le concepteur. Donc ça dépend des jeux, en fait. Mais la manipulation, le joueur, on le promène. Hein. On le promène. Mais comme on vous promène quand vous allez au cinéma. Hein. C'est la même structure. C'est-à-dire qu'il y a des moments émotionnels forts, il y a des ruptures. Tout ça est très construit. Oui. On revient un peu à l'addiction, mais on a des adolescents. En tant que parent, il n'y a pas grand-chose à faire pour lutter, pour éviter l'emprise de ces jeux qui sont extrêmement sophistiqués et attirants à plein d'égards. Mm-hmm. Et on détrône du coup d'autres, pas des hobbies, mais des choses naturelles comme la conversation, le fait d'aller dehors avec les copains, le fait de lire. Ce genre d'entreprise balaye d'une manière assez efficace toutes ces activités assez classiques, quoi. Toutes les autres activités. Ouais. C'est pas le thème du truc, mais il n'empêche que c'est très intrusif et très... ça enlève tout le reste. En fait, c'est un média dont le levier est l'immersion.
Donc l'immersion et l'action. Je pense qu'il est facile et parfois très gratifiant de se sentir plus utile dans un jeu que quand on n'a rien à faire dans la vraie vie, quand on s'ennuie dans la vraie vie. Donc après, la question, c'est quand on éduque des enfants aujourd'hui, il faut les intéresser, il faut les motiver, et puis il faut leur interdire, parce que ça reste des enfants. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. C'est que, étant joueuse de jeux vidéo depuis très longtemps, j'ai tendance à être déçue parce qu'on voit arriver, c'est-à-dire la licence d'utilisation. C'est-à-dire que quand j'achète un jeu, je n'en suis plus la propriétaire, il n'y a plus de marché de l'occasion, le rétro gaming, voilà. Je ne fais qu'acheter la licence pour l'utiliser jusqu'à ce que l'éditeur se dise « je l'enlève de mon catalogue, de ma bibliothèque ». Et alors là... Voilà. C'est le nouveau modèle économique, ça. Je n'y peux strictement rien. Voilà. Nous vivons dans un monde dématérialisé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé du développement du jeu en réseau et de la possible disparition du jeu en solo. Est-ce que vous croyez vraiment que le jeu en solo pourrait disparaître ? C'est pas tant que j'y crois que je constate qu'aujourd'hui, on demande à tous les concepteurs de jeux d'avoir au moins une feature, d'avoir au moins un moyen de poster son score sur des réseaux sociaux. Donc, je ne dis pas que le jeu d'aventure unique tente à disparaître, mais en tout cas, on sera amené à très vite communiquer le niveau dans lequel on se trouve et à très vite en gros partager partager son expérience avec d'autres. Alors ça veut peut-être dire qu'on pourra rencontrer peut-être un ami dans le jeu et peut-être juste se dire coucou, hein, et puis continuer son aventure seul. Mais les grands jeux, quand on voit ce qui est en train de se passer, que ce soit GTA V, que ce soit le futur Watch Dogs, en fait c'est des jeux qui sont en ligne, dans des mondes ouverts. Et finalement, c'est à mon avis le premier pas de monde virtuel. Hein. Et l'expérience seule, unique, achetée dans une boîte, tente à disparaître. Alors la fuite que vous évoquiez, est-ce qu'on peut encore parler de fuite quand finalement on retrouve des gens, donc on retrouve le réel, même si c'est transposé dans un univers virtuel, mais est-ce qu'on peut encore parler de fuite quand on n'est plus en solo, quoi, quand on est encore avec des gens? Non, bien sûr que non. Non, c'est plus une fuite. Non, il faudrait. Non, c'est plus. Non, mais pour moi, c'est pas une fuite. Hein. Enfin, c'est une fuite, c'est-à-dire qu'en fait là, mais c'est une autre question, et je ne suis pas là pour ça, mais c'est vrai que cette question de l'attrait du jeu vidéo chez les jeunes qui délaissent le reste des activités scolaires me semble un petit peu, en gros, me semble être un faux raisonnement quant à ce que permet le jeu vidéo. Parce qu'on sait que le jeu vidéo développe des compétences, de l'acuité visuelle, de la réactivité, développe... quand on joue à Zoo Tycoon à l'âge de 12 ans, on sait gérer un zoo. Enfin, moi, quand je jouais avec des animaux, je n'avais jamais autant de paramètres à gérer au même âge. Donc le jeu vidéo développe véritablement des esprits qui sont beaucoup plus riches en termes c'est une richesse, j'ai envie de dire, systématique, là où... sans le jeu vidéo, on est dans la littérature, dans l'aventure, dans le récit unique, exceptionnel. Vous pensez aussi qu'il y aura un développement des serious games, des jeux qui vraiment nous entraînent? Je pense qu'en fait le média interactif va se développer de plus en plus et qu'effectivement, au même titre qu'aujourd'hui on joue beaucoup, demain ce sera beaucoup plus facile de prendre un jeu pour apprendre 2-3 compétences et les maîtriser que de lire un livre. Pour les cibles nouvelles. Merci. Alors justement, moi je voulais aborder un peu l'e-learning et donc les serious games, puisque
Effectivement, c'est des jeux vidéo avec une cible complètement différente. C'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. On a peut-être un retard en France dans ce développement, mais ça va devoir... je sais pas, le gameplay va être beaucoup plus simple, recentré sur des valeurs d'entreprise. Forcément, c'est quelque chose qui serait peut-être... Enfin, je pensais que vous le développeriez dans cette présentation, puisque c'est... peut-être que vos étudiants sont amenés à en créer, puisqu'il y en aura de plus en plus en entreprise. Donc j'avais justement ce sujet que je voulais aborder à la base. Maintenant, ça a été fait. Par contre, moi, j'avais une remarque. En fait, c'est pour ça à la base que je prenais la parole. C'est par rapport à la surprise. Vous parlez de la surprise dans le jeu vidéo, créer de la surprise. Vous dites que la surprise apporte de la joie, mais c'est faux. En fait, la surprise est une émotion neutre. L'attitude du joueur, elle va être conditionnée par rapport aux émotions qui vont accompagner la surprise. C'est pas forcément toujours une émotion positive. On peut avoir des mauvaises surprises, vous avez... Exactement. Donc, est-ce que vous prenez en compte ceci sur le développement des surprises? Ce que je prends en compte, en fait, c'est cette idée que la surprise permet au joueur de sortir du système de jeu dans lequel il est, et donc de le faire sursauter, et donc de se dire que se passe-t-il, et de se ressaisir en tant qu'individu dans un moment où, en fait, il est juste immergé dans un jeu. Et en ça, c'est une condition, ou c'est un ingrédient de succès, parce que la surprise, elle déroute, et donc elle interroge le joueur dans sa manière de jouer, dans son habitus du jeu. Et dès lors qu'elle dérange, eh ben, elle le réveille, elle éveille son esprit, et donc, une mauvaise surprise dans un jeu n'est jamais un drame en soi. Hein. Peut-être que ça peut amener à une frustration, puisque justement la surprise, c'est réaliser que les schémas diffèrent de ceux qu'on a intégrés, des schémas préconstruits. À partir du moment où on ne comprend pas en fait ce changement radical dans le jeu, peut-être qu'on va se lasser et arrêter justement de jouer. Ah, c'est possible, mais l'objectif d'une surprise dans un jeu, c'est pas de lasser le joueur, c'est au contraire de le challenger pour qu'il réadapte la manière dont il a compris le système. D'accord. Non, mais c'est une réponse que j'apporte. Après, vous avez raison sur le fait que la surprise est bonne ou mauvaise. On peut avoir de très mauvaises surprises et des choses atroces qui arrivent dans un jeu vidéo, absolument. En même temps, comme ça reste de l'ordre du jeu, c'est une dynamique, en fait. Ça apporte une dynamique dans un système établi. Après que la dynamique, en soi, frustre certains joueurs, c'est une chose, mais l'objectif du jeu, c'est quand même de faire progresser le joueur. Et dans cette logique-là, la surprise est un moment qui devrait permettre un nouveau challenge et l'acquisition de compétences supplémentaires, un développement supplémentaire, la compréhension de systèmes parallèles qui n'avaient pas été développés jusqu'à ce moment-là. D'accord. Sur le serious game rapidement, parce que ça c'est vraiment intéressant, on en parle depuis un certain temps, développé aux États-Unis plus qu'en Europe aujourd'hui. Aujourd'hui ça reste des modèles économiques qui concernent les entreprises, qui s'adressent à des entreprises, donc on a très peu de chiffres sur on a très peu de chiffres sur le chiffre d'affaires du serious game aujourd'hui. Une chose est certaine, c'est que les jeux développés qui fonctionnent très bien. Ça, c'est important et ça valide en fait de cette acquisition de compétences qui passe par le serious game. La difficulté actuellement, c'est que les serious games ne disposent pas des budgets des jeux vidéo et donc peuvent procurer un sentiment de frustration pour les joueurs qui passent du jeu divertissant au jeu sérieux parce que les graphismes, le gameplay, le rendu n'est pas du tout de la même qualité encore. Oui, c'est évident. Et également aussi, il n'y a pas énormément d'esprit collaboratif qui est développé pour l'instant dans les serious games en entreprise, alors que ça pourrait justement fédérer les et ça, après, c'est pas tant l'esprit collaboratif que les questions de moteur dont disposent les entreprises de serious game. Ils n'ont peut-être pas de moteur qui permettent ce type de gameplay, d'activité. C'est vrai. Merci. Je vous en prie. J'ai vu un truc sympa hier. Est-ce que les ingrédients pour créer un jeu que vous décrivez sont on va dire, les mêmes
en Europe que, par exemple, aux États-Unis? Ou alors est-ce qu'il y a une uniformisation des éléments par rapport à ça? Je pense que lorsqu'on crée un jeu d'aventure, on va proposer aux joueurs d'incarner une figure de héros, qu'on soit américain ou japonais, même si la notion de héros au Japon n'a pas du tout le même ressort, hein, et c'est vrai que les Japonais ne créent pas des jeux d'aventure, des jeux de héros, parce qu'ils ne sont pas dans cet esprit-là. Mais j'ai envie de dire, oui, entre l'Occident et les États-Unis, enfin, en gros, l'Occident partage les mêmes types d'archétypes, et c'est vrai que les Japonais sont beaucoup plus dans les figures de grands maîtres, de maîtrise du système. Donc non, pas sur toute la planète. Mais bon, après, j'ai pas eu l'occasion vraiment de travailler directement avec des Américains sur des problématiques de conception. En tout cas, quand on regarde The Sims, il est évident qu'ils se sont posé la question de la structure de la famille, du comportement à avoir au sein d'une maison, du comportement à avoir avec des amis, du comportement... Et tout ça, c'est des analyses psychologiques, en fait, de profils qui sont des archétypes. Donc, en fait, il y a des choses qui sont universelles par rapport aux différents pays quand on crée un jeu vidéo. Tout à fait. Mais en fait, c'est toute la différence avec le cinéma. C'est-à-dire que comme le jeu vidéo adresse une action et sollicite l'action de la part du joueur, les actions, elles sont universelles. Après, elles vont être interprétées de manière différente. Donc on va pouvoir rajouter une couche culturelle. Mais en soi, un jeu de plateforme, qu'on soit indien, français ou américain, ou japonais, ça reste un jeu de plateforme. Et il est perçu de la même manière pour tout le monde. Et c'est là aussi la force du jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo adresse un marché mondial, ce qui n'était pas le cas du cinéma. Et on peut développer un jeu en France, une petite entreprise de 10 personnes est en train de développer un jeu à Lille, c'est un jeu Flash qui se joue en ligne sur Internet, et en fait 70% de leurs joueurs sont au Brésil. Et ça, ils n'avaient pas prévu. Et c'est pour ça en fait que le jeu vidéo a supplanté le cinéma en fait. C'est parce qu'il y a cette interactivité que le cinéma n'avait pas à la base. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un levier d'immersion supplémentaire. Parce qu'on demande de l'attention de la part du joueur. Bon, merci infiniment, Laure. Merci à vous.